Voilà, on constate qu'on atteint les limites de la planète. En fait, on a calculé la quantité de ressources disponibles. On commence à être capable de l'estimer, même si évidemment on ne peut jamais être sûr au kilowatt près. Et on a établi des calculs qui permettent de mesurer la surface dont a besoin une personne pour vivre, ou du moins la surface disponible sur la Terre. Et la surface de Terre disponible, elle est de 12,2 milliards d'hectares sur la Terre. Bon, 12 milliards d'hectares. 12 milliards d'hectares, bon oui, ça fait beaucoup, mais sachant que nous sommes 8 milliards d'habitants, eh bien, ça fait 1,5 hectares par personne. Donc, il faut que chaque humain sur la Terre consomme en moyenne ce que peut produire 1,5 hectare, ce qu'il peut produire en termes d'agriculture, en termes de ressources aussi, de métaux, de pétrole, etc. Oui, un hectare, ça produit aussi des ressources minérales. Et en termes d'énergie aussi. Donc, il faut qu'un être humain sur la Terre ne consomme pas plus d'1,5 hectare. On appelle ça l'empreinte écologique. Nous avons tous une empreinte écologique en fonction de notre consommation de ressources et aussi de la pollution que nous provoquons, parce qu'il faut aussi de la surface pour absorber notre pollution. Et notre empreinte écologique, alors, est-elle d'1,5 hectare par personne? Eh bien non, on est actuellement à une moyenne sur la Terre de 2,8. Attention, c'est une moyenne, ça veut dire que certains font beaucoup plus. Par exemple, les États-Unis sont autour de 10 hectares par personne, et puis vous avez des pays qui sont à un demi-hectare, comme le Bangladesh, par exemple, doit être à 0,5 ou 0,8 hectares, quelque chose comme ça. Donc, si tout le monde vivait comme un habitant du Bangladesh, eh bien, la Terre suffirait largement. Par contre, si tout le monde vivait comme un Américain, il nous faudrait à peu près 7 planètes pour pouvoir nous fournir nos ressources nécessaires. Alors on a fait un calcul à partir du calcul du jour du dépassement. Je pense que vous connaissez ce type de calcul. On calcule à quelle date on a consommé toutes les ressources que la Terre peut nous fournir pendant un an. Alors, en 1970, eh bien, au 31 décembre, on avait consommé toutes les ressources que la Terre peut nous fournir. L'ennui, c'est qu'à partir de 1971, eh bien, on a dépassé l'empreinte écologique maximale que la Terre nous permet d'avoir. Et aujourd'hui, avec nos 2,8 hectares par habitant, il nous faudrait 1,7 planète Terre pour nous fournir nos ressources. Et le jour du dépassement, là, il a atteint le 2 août. Donc, ça veut dire que à partir du 2 août, symboliquement, du 2 août au 31 décembre, ce qu'on consomme, ce sont des ressources qu'en fait la Terre n'est pas capable de produire. Alors là, si, elle les produit, puisque on est toujours vivant. Mais en fait, c'est une production qui revient à détruire les ressources. C'est une ressource qui ne pourra pas se renouveler et qui ne sera pas disponible par la suite. Donc, on a atteint la limite de la Terre. Et alors, il n'y a pas une seule limite, il y a plusieurs limites, on le disait tout à l'heure, et ça a été calculé, là encore une fois, par des scientifiques qui ont été... Il y a 9 limites planétaires. Alors, si on fait le tour, on a les limites des pollutions chimiques. La Terre est capable d'absorber de la pollution chimique, évidemment, mais jusqu'à un certain point. Il y a l'appauvrissement de l'ozone, l'amincissement et la perforation de la couche d'ozone qui nous protège contre le rayonnement ultraviolet. Là aussi, c'est quelque chose, c'est une limite, c'est supportable jusqu'à un certain point. La concentration atmosphérique en aérosol, c'est la pollution de l'air. L'acidification des océans, ça c'est aussi un vrai problème pour les ressources qu'il y a dans l'océan. La perturbation des cycles biogéochimiques, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais le cycle de l'eau douce, là, on voit bien, il s'agit ici de la pollution de l'eau.
et de la consommation de l'eau. Le changement d'usage des sols, ça c'est l'artificialisation des sols. L'intégrité de la biosphère, là on voit avec deux domaines, la diversité fonctionnelle, la diversité génétique, c'est-à-dire qu'il est important que les écosystèmes maintiennent une grande diversité, c'est la biodiversité, voilà, pour que la vie puisse se renouveler dans de bonnes conditions. Et puis bien sûr, le changement climatique. On a établi ces 9 limites, et on se rend compte que sur les 9, il y en a 6 qui sont dépassées, voire largement dépassées pour les pollutions chimiques par exemple, ou la perturbation des cycles biogéochimiques. Là, on a très fortement dépassé les limites de la planète. Il en reste 3 qu'on n'a pas dépassées, mais on voit qu'on n'est plus très loin. Et l'acidification des océans, on n'a plus tellement les moyens d'intervenir là-dessus parce que le changement climatique provoque l'acidification des océans. La réaction chimique n'est pas la même lorsque l'océan est plus chaud et l'océan s'acidifie, le pH des océans se modifie du fait du changement de la température. Donc là, on va la dépasser dans très peu de temps, cette limite de l'acidification des océans, ça sera la 7e. Et le problème, c'est que le système économique est fondé sur la croissance économique. Or, je vous rappelle que la croissance économique consiste à exploiter l'environnement. Et en considérant que l'environnement n'a pas de limite, que c'est une ressource sans limite. C'est le postulat de base de notre civilisation industrielle. En fait, il faudrait réussir à faire de la croissance économique, puisque c'est la base de notre système économique. Il ne peut pas marcher s'il n'y a pas de croissance économique. Si jamais la croissance économique s'arrête, donc si on produit la même chose d'une année sur l'autre, si on ne produit pas plus, eh bien le chômage va augmenter et notre système économique est basé sur la nécessité que tout le monde ait un emploi et qu'on ne travaille pas moins. Or, si on travaille la même quantité de travail, comme on est plus efficace chaque année, on appelle ça des gains de productivité, eh bien on va forcément produire moins si on ne travaille pas plus. Donc on est obligé de travailler plus et de produire plus, sinon le système économique s'effondre. Alors, cette croissance économique, ce qu'il faudrait, c'est réussir à faire de la croissance économique, donc de l'augmentation du PIB, de produire plus de richesses, mais sans dégrader l'environnement, sans exploiter davantage cet environnement. Il faudrait réussir à découpler croissance économique et dégradation de l'environnement. Certains appellent ça la croissance verte. La croissance verte, c'est l'idée qu'on réussirait à produire plus de richesses, mais que on le ferait avec les ressources disponibles parce qu'on les utiliserait mieux, parce qu'on ferait des économies, parce qu'on gaspillerait moins, et on réussirait donc à découpler croissance économique et dégradation de l'environnement. Bon, le problème, c'est que jusqu'ici, on n'a encore jamais réussi à le faire. La croissance verte n'a jamais existé. Alors, peut-être qu'on peut l'inventer, mais ça reste à inventer. C'est une nouvelle étape ça serait une nouvelle révolution industrielle d'une certaine façon. Mais pour le moment, ça reste encore un peu mythique. C'est une chose qu'on n'a jamais réussi à faire et qu'on ne voit pas comment faire. Alors, puisque la civilisation industrielle est dans l'impasse, la question qui est posée, encore une fois dans les relations entre l'homme et son environnement, c'est celle justement de l'homme dans tout ça, parce qu'on dit que l'environnement se dégrade et qu'on continue à le dégrader. Est-ce que c'est grave? Parce qu'au fond, dans notre civilisation occidentale où l'homme est le centre de tout et où tout ce qui compte, où l'environnement est simplement un pourvoyeur de ressources, il n'est considéré que comme ça, au fond, c'est peut-être pas très grave que l'environnement se dégrade du moment que l'homme parvient à continuer à vivre et à se développer. Puisque c'est là le but, c'est de croître et de prospérer, comme le disait la Bible, hein, croissez et multipliez. Notre civilisation occidentale peut parfaitement s'accommoder d'un environnement dégradé. Eh bien non, justement. Je vous rappelle que jusqu'ici, toute notre économie est basée sur l'exploitation de l'environnement, donc si l'environnement va moins bien, notre économie risque d'aller moins bien. Alors, on a des exemples. Hein. Bien sûr, le manque de ressources. Si on passe le pic de Hubbert, alors on a réussi à y échapper pour le pétrole, mais ça va peut-être venir pour le gaz, pour le charbon encore. Le gaz et le charbon, on a encore le temps quand même. Mais ça peut venir pour à certains métaux.
notamment. Et si on passe le pic de Hubbert, donc si la production baisse, eh bien on va entrer dans un problème de distorsion entre l'offre et la demande. La demande sera toujours la même la demande va augmenter puisqu'il y a de la croissance économique. En revanche, si l'offre baisse, les prix vont augmenter. Et derrière, il y a une crise économique. Et les tensions depuis 2008 sont liées notamment à cela. Aujourd'hui, on constate que dans le monde, les tensions sur le prix du pétrole sont liées en grande partie à la croissance économique, et tout particulièrement à la croissance économique des pays émergents. Des pays comme l'Inde et la Chine pèsent très très lourd dans l'économie mondiale, et ils s'enrichissent rapidement, ils ont une forte croissance économique, donc ils ont besoin de plus en plus de pétrole. Cette croissance, elle n'est pas verte, c'est une croissance qui consomme beaucoup de ressources, et ce pétrole, elles en commandent de plus en plus. Or, on a atteint les limites de la production de pétrole et on n'arrive pas à produire aussi vite qu'augmente leur demande. Et cette distorsion entre l'offre et la demande provoque une augmentation du prix du pétrole. On a réussi en 2008, avec la crise économique de 2008, on a réussi à ralentir cette augmentation du prix du pétrole. Pourquoi ? Tout simplement parce que la croissance s'est effondrée. Et pendant quelques années, le monde a connu moins de croissance économique, donc le prix du pétrole a baissé. Donc tant mieux, c'était bien pour l'économie. Donc comme le pétrole était moins cher, on a pu en consommer davantage, donc ça a permis la croissance économique. Oui, mais comme la demande en pétrole a augmenté à cause de la croissance économique, eh bien le prix du pétrole a recommencé à augmenter. Et en fait, on est pris un peu dans une impasse où soit on fait de la croissance économique et le prix du pétrole monte, soit la croissance économique s'arrête et le prix du pétrole baisse, mais on peut pas avoir, on peut pas avoir les deux. On peut pas avoir à la fois un pétrole bon marché et une croissance économique. Or, si on veut que la croissance économique continue, il faut que le pétrole soit bon marché. Si le pétrole est trop cher, on ne pourra plus investir, ça va coûter trop cher, et donc on ne pourra plus faire de croissance économique. Donc voilà, on est pris dans une impasse ici entre l'augmentation du prix du pétrole et la croissance économique qui se conditionne, qui se provoque l'une l'autre. Alors ça, c'est le problème des ressources, c'est valable pour le pétrole et c'est valable aussi pour l'ensemble des ressources. Il est certain qu'avec le développement, par exemple, de la voiture électrique, des ressources comme le cuivre, comme le cobalt, vont là aussi connaître une très forte croissance de la demande. On voit le lithium aussi qui est nécessaire pour les batteries. Ça va poser là aussi des problèmes. C'est pas de la croissance verte, la voiture électrique. L'autre problème qui atteint l'homme, et ça c'est peut-être moins évident, c'est la baisse de la biodiversité. La biodiversité, au fond, c'est la condition du maintien des services que nous rend l'environnement. L'environnement nous rend des services, je ne reviens pas là-dessus, on a beaucoup insisté sur ce point. Et si on veut que l'environnement continue à nous rendre ces services, eh bien, il faut de la biodiversité. Par exemple, les rendements agricoles. Si on veut avoir de bons rendements agricoles, eh bien, il faut que le sol ait une biodiversité très importante. Il faut beaucoup d'insectes et de vers qui vivent dans le sol parce que c'est eux qui permettent au sol de fixer des nutriments, c'est eux qui permettent la circulation de l'air et de l'eau dans le sol en creusant des galeries et donc qui permettent que le sol se nourrisse et finisse par nourrir les plantes. Un sol sans microbiologie, sans vie animale, sans insectes, sans vers, est un sol qui ne permettra pas aux plantes de croître correctement. Alors, la solution qu'on a trouvée, évidemment, c'est de mettre de l'engrais. Ah oui, en mettant de l'engrais, évidemment, ça apporte des nutriments aux plantes. Mais pour produire de l'engrais, eh bien, il faut de l'énergie. Et pour produire de l'énergie, il faut des énergies fossiles. Donc, on revient toujours au même point et au même type de problème, et on voit à nouveau cette impasse. Et on voit que la victime, là, c'est pas l'environnement, c'est l'homme. Et qu'au bout du compte, même si on est attaché à cette vision occidentale et industrielle de l'environnement qui est uniquement au service de l'homme, eh bien, on constate que l'exploitation sans limite de l'environnement finit par se retourner contre l'être humain.